On va rester avec Éric Ciotti qui vient d'arriver. Éric Ciotti, vous êtes arrivé en tête de ce scrutin. Est-ce que vous en avez été surpris? C'est ma première question. On a eu le sentiment que vous ne vous attendiez absolument pas à être désigné, à être en tête de ce scrutin. C'est les commentateurs qui ne s'y attendaient pas. Moi, j'ai toujours eu confiance dans les militants que je connais, puisque j'en suis, et aussi confiance dans la force des propositions, du projet que j'ai porté, qui est un projet très différent de celui de mes concurrents, un projet de rupture, un projet qui porte des valeurs très, très fortes, qui assume aussi une identité de droite. Voilà, je suis un homme de droite. J'ai intitulé d'ailleurs cette campagne « À droite » avec un point d'exclamation qui incarne aussi la fierté du retour de la droite. On s'est laissé enfermer pendant des années, voire des décennies, par les tabous du politiquement correct, où dès qu'on utilisait, on abordait un sujet, on était immédiatement renvoyé aux frontières de l'inadmissible, de l'extrême. Voilà, moi j'ai voulu casser ces codes, ces tabous, parler de tous les sujets, parler des peurs, des préoccupations, des inquiétudes des Français. Et je crois avoir quelques propositions qui détonnent, en tout cas, qui cassent avec les codes habituels. Si je vous ai parlé de cette surprise que vous avez peut-être ressentie, c'est que la question d'après, c'est est-ce que vous êtes vraiment prêt pour être président de la République? Parce que être candidat à une primaire LR, c'est quelque chose. Être président de la République, endosser le costume, c'est une autre étape. Est-ce que dans votre tête, vous vous y êtes préparé ou pas? Vous avez fait une campagne rapide, vous l'avez rappelé, 3 mois seulement. Est-ce que vous êtes prêt? Mes concurrents sont engagés depuis plusieurs années dans cette démarche, quelques-uns depuis près de 10 ans. J'ai porté un projet, mais j'ai aussi une expérience. Je dirigeais une collectivité dont les budgets sont assez comparables à ceux de mes amis. Je suis parlementaire, j'ai porté beaucoup de textes. Je connais bien nos institutions, je connais surtout bien les Français. Voilà, je suis à la fois élu d'une terre de montagne, hein, d'un village avec des racines fortes, et puis député d'une grande ville, Nice, ma ville. Je connais les tourments, les difficultés, les espoirs, les craintes de mes concitoyens. Mais là, on parle de la magistrature suprême. Bien sûr, mais... Est-ce que vous avez rêvé d'être président? Vous vous êtes vu à l'Élysée dans votre tête ou pas? En tout cas, moi, je souhaite apporter le meilleur pour redresser mon pays. Et je crois que mes propositions seraient de nature à redresser cette France qui sombre. Oui, j'y suis prêt. Vous voyez à l'Élysée? Bien sûr que j'y suis prêt. Parce que les idées que j'incarne, je crois, sont les seules qui, demain, peuvent incarner une renaissance française. Et puis, si je reviens à une analyse un peu plus politique, je crois que je suis le seul à faire revenir vers notre famille politique, celle des Républicains, qui est la seule, je crois, à pouvoir battre Emmanuel Macron, les électeurs qui sont partis vers Madame Le Pen, qui pourraient être tentés vers Éric Zemmour, ou même qui sont allés vers Emmanuel Macron. On a besoin aujourd'hui de ces électeurs qui sont allés plus à droite parce qu'on a déçu. Donc moi, je veux être le candidat aussi de cette droite qui retrouve sa voix, sa force, qui n'a plus peur, qui n'a pas de tabou, qui n'est pas une droite centriste. Je l'assume. Voilà, je ne suis pas une droite qui incarne Vous n'êtes pas une droite molle. Je suis une droite qui assume ce qu'elle est, sa force, l'exigence d'autorité, la défense de l'identité, la promotion de la liberté. Mes références, elles sont dans ma famille politique. Aujourd'hui, c'est la date anniversaire d'Austerlitz. J'y vois un magnifique symbole. On n'ose plus fêter Austerlitz, on n'aime plus fêter nos victoires. Eh bien, moi, je veux qu'on soit demain les tenants d'une droite conquérante. Et ce 2 décembre, il est important pour moi, il est important surtout pour la France. Éric Zemmour vous a envoyé un message via les réseaux sociaux. Il vous dit, tiens, finalement, nous partageons des valeurs que les électeurs LR aiment. Et il dit surtout, le RPR n'est pas mort. Vous partagez cette analyse ? J'ai adhéré au RPR, c'était en 1981. J'ai toujours été fidèle à ma famille politique. Je n'en suis jamais parti. Voilà. J'ai entendu, y compris chez certains de mes concurrents, des critiques sur la droitisation, notamment lorsque Laurent Wauquiez était président. Il sera toujours votre Premier ministre si vous êtes élu ? Bien sûr, vous savez... Moi, je ne varie pas. J'ai dit des choses sur Éric Zemmour, je les maintiens. Vous maintenez que s'il est face à Emmanuel Macron, bien sûr, vous voterez pour lui au second tour. Donc vous ne vous voyez pas au second tour ? Moi, je me détourne de ces politiciens
qui considèrent que leurs valeurs sont en fonction des circonstances. Moi, c'est l'inverse. J'ai des valeurs et elles ne changent pas. Je les défends. Et à l'inverse, est-ce que vous demandez à Éric Zemmour de voter pour vous si vous êtes au second tour de la présidentielle? Je l'espère, bien sûr. Vous lui demandez? Et je crois pouvoir être le seul à faire revenir vers nous ces électeurs. C'est toute la différence. Parce que les commentateurs m'ont présenté comme ayant moins de chance à ce stade. Mais ma notoriété était plus faible, je n'avais pas gagné la primaire. Donc l'argument qu'on a, c'est de dire, bon, il y a 2-3 points d'écart. C'est de dire, moi, ma concurrente pourrait, ou mes concurrents avant, ceux qui étaient encore mieux placés, pourraient battre Emmanuel Macron. Je crois au contraire que je suis le seul à pouvoir faire un rassemblement des électeurs de droite. Moi, j'en croise. Et je l'ai fait. Donc au-delà des Républicains, bien au-delà des Républicains. Je l'ai fait dans ma ville. Je l'ai fait dans mon canton. J'ai réduit le Rassemblement national à des niveaux très faibles. Parce que quand on assume une droite, des idées, des valeurs, qu'on n'en a pas honte, voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, je peux faire revenir vers nous, vers notre famille, qui est la seule qui peut gagner, ceux qui partagent le constat d'Éric Zemmour. Et ce constat, oui, sur bien des sujets, sur le déclin, sur le déclassement, sur la perte d'autorité, sur l'insécurité. Sur le grand remplacement. Vous prenez le grand remplacement ou pas? Sur le changement de population, je l'ai dit. Pas grand remplacement. Hein. Moi, ça ne me gêne pas, cette formule, elle ne me gêne pas. Oui, il y a ces francs stratégiques, il a dit, c'est un organisme qui dépend de Matignon, disant que notre population, elle change. Donc, moi, vous savez, les Français, ils voient des réalités. Et quand on les interroge, il y a un immense écart entre ce qu'ils disent et ce que disent les commentateurs. Et moi, dans cette élection, je suis différent et je pense que je vais rassembler d'abord des militants LR qui viennent de chez Michel Barnier. Parce que là, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin, ça ne vous a pas échappé, ont tous soutenu Valérie Pécresse. Vous êtes un homme seul ce soir? Je ne crois pas. Et vous le verrez dans le résultat qui... vous savez, on m'avait dit que j'étais un petit candidat avec un peu de mépris, un peu de parisianisme aussi. Voilà. Non, le message, il est différent aujourd'hui. Et si on m'avait peut-être présenté différemment, il y aurait encore eu plus de force. Les débats vous ont servi. Les débats vous ont servi. Bien sûr, parce qu'ils ont révélé la force d'un projet. Je ne vais pas parler de ma personnalité, mais en tout cas, je crois que ce qui a été apprécié, ce sont les propositions. Et là, pour le coup, elles sont très différentes de celles que porte Valérie Pécresse. Sur le droit du sang, on n'est pas d'accord. Sur la fin automatique du regroupement familial, on n'est pas d'accord. Sur la baisse de l'impôt sur le revenu, avec un taux maximal à 15%. Je ne souhaite plus qu'un Français paye plus de 15% d'impôt sur le revenu. Donc tous ceux... aujourd'hui, il y aura une baisse massive de l'impôt sur le revenu. Je souhaite la fin des droits de succession, des droits de donation. Tout ça, je suis le seul à le porter. Un impôt sur la mort, comme Après, vous dites. J'ai des mesures aussi, parce que je ne suis pas là pour dire on va raser gratis. J'ai un programme qui est courageux. Et je reprends notamment toutes les mesures de François Fillon, sur la retraite à 65 ans. Pas sur le nombre de fonctionnaires supprimés. Sur les nombres de fonctionnaires aussi. Je suis à 250 000. Il était à 500. Mais en allant aux 39 heures, au terme du mandat, on pourra aller plus. C'est un socle, c'est un minimum. Donc, mon programme économique, c'est peut-être c'est cela qui a surpris, je l'entends. Parce qu'on m'attendait sur la sécurité. Je travaille, vous savez, j'aborde la politique toujours avec humilité. J'aime pas le jeu revendicatif. Moi, j'aime la démonstration par la preuve, par les actes. C'est beaucoup plus crédible que par la parole. J'ai porté des lois à l'Assemblée nationale, la fin des allocations familiales pour les parents qui ne respectent pas leurs devoirs d'éducation, l'encadrement militaire des mineurs, une grande loi qui crée 20 000 places de prison. Tout ça, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy. L'obligation du drapeau français dans chaque classe. Dans ma collectivité, j'ai fait baisser les dépenses, la dette et les impôts. Donc vous avez un bilan. En tout cas, mes paroles, elles ne sont pas en désaccord avec mes actes. Moi, je n'ai pas changé. La même famille politique, les mêmes valeurs, et je dis qu'il faudra, vu la gravité de la situation du pays, il faudra du courage. Et un moment, pour battre l'impuissance macronienne, parce que moi, je refuse qu'on soit contraint à un second tour aussi terrifiant que la dernière fois, où on est Madame Le Pen face à Emmanuel Macron, et où
Et Zemmour-Macron, c'est pas terrifiant pour vous. Finalement, ou tous ceux qui... Monsieur Ciotti. Ça l'est moins. Ça l'est moins. Ou tous ceux qui appellent... Éric Zemmour est moins terrifiant que Marine Le Pen. Tous ceux qui ce soir appellent à voter contre moi, ils vont faire quoi? Ils vont appeler à voter Emmanuel Macron. Bien, moi, je ne le ferai pas. Je le dis aujourd'hui, c'est une différence. Vous ne l'aviez pas fait déjà en 2017. Bien sûr. Et donc, ce que je n'ai pas fait hier, je ne ne le ferai referez pas pas demain. demain. C'est pour ça, c'est la démonstration, c'est la différence. Il y a une différence. Et je dis aux militants, osez la droite. Parce qu'on en a besoin. Il est 18h44, on est sur Europe 1 et sur CNews. Vous avez choisi notre antenne pour votre première interview et je vous en remercie. Est-ce que vous ne tendez pas aussi la main finalement à Xavier Bertrand, à Michel Barnier, à Philippe Juvin? Et vous avez été surpris de cette défection? Est-ce que vous vous êtes senti trahi par le fait qu'ils immédiatement ils soutiennent Valérie Pécresse? Non, je m'y attendais. Je m'y attendais. Ils vous l'avaient dit tous? Non, mais je connais... Que vous parlez. Nos positionnements, ils sont différents. Ils sont différents, voilà. Ils sont différents sur le vote Macron, mais c'est pas neutre. C'est pas neutre. Voilà, moi je me situe plus dans ce système d'impuissance politique. Je fais le constat qu'on ne peut pas modifier simplement les politiques. Je dresse le constat qu'au contraire, il faut les changer radicalement. Autrement, notre pays sera condamné. On n'a plus le droit à la prudence. Quand on décapite un enseignant devant un collège parce qu'il porte les valeurs de la France, on n'a pas le droit à la prudence. Quand on bat les records migratoires, comme on l'a fait en 2019, on n'a plus droit à la prudence. Quand on a 3 000 milliards d'euros de dettes, on n'a plus droit à la prudence. Donc on a le droit à l'imprudence. Il faut être imprudent, Éric Ciotti. On a le devoir du courage. On a le devoir du courage, justement, parce que la prudence, c'est l'immobilisme, c'est le en même temps. C'est on fait comme on a toujours fait. Et au final, eh bien, il y a le déclassement, il y a 5 600 000 Français inscrits à Pôle emploi, il y a 20% des jeunes qui sont au chômage, il y a 10 millions de pauvres dans notre pays. On a ce paradoxe quand même. Le pays qui dépense le plus d'argent public est celui dont, malheureusement, aujourd'hui, l'efficacité des services publics est de moins en moins avérée. C'est vrai à l'hôpital, c'est vrai dans l'éducation nationale avec le niveau des élèves qui s'effondre, c'est vrai pour la sécurité, donc ça veut dire que quelque part, ça ne marche plus. Et puis, dans le privé, regardez, les entreprises ont des coûts salariaux horaires parmi les plus élevés d'Europe, et les salariés qui travaillent dur ont parmi les salaires les plus faibles. Donc si on regarde ça, ça veut dire qu'il faut tout changer. Il faut baisser les dépenses publiques, il faut baisser les impôts. Moi, je commencerai d'ailleurs par Quelle sera votre première mesure? Par baisser les impôts. Un référendum constitutionnel, je l'ai dit, le jour des élections législatives, pour retrouver notre souveraineté juridique, qui nous permet immédiatement ensuite de voter des lois sur le quota migratoire, la fin du regroupement familial, le permis à points migratoire, le droit du sang. Voilà, donc ça c'est dans l'été. Et je souhaite ensuite, dans le cadre purement législatif, toujours à l'été 2022, une grande loi de finances rectificative, de baisse massive des impôts. L'impôt sur le revenu, plus aucun taux supérieur à 15%, et la fin des droits de donation de succession en ligne directe, et une mesure ouverte aux grands-parents de donation tout de suite pour créer un vaste mouvement de transfert de capitaux vers la jeunesse. Pour ceux qui en ont les moyens, évidemment. Vers la jeunesse, oui, mais il y a beaucoup de grands-parents qui pourraient aider leurs enfants, et aujourd'hui ils ne peuvent pas parce que l'État prend tout. On n'a plus le droit à la prudence, dites-vous. C'est pour ça que vous voulez envoyer l'armée dans certains quartiers. Aussi. Ces quartiers de zones de non-droit, comme vous les appelez, vous assumez la possibilité que ces militaires qui sont formés pour tuer ouvrent le feu et fassent des victimes, oui ou non? Oui, comme c'est le cas pour la force Sentinelle, et ça se passe très bien. La force Sentinelle, il y a 3000 militaires qui sécurisent des périmètres, ils ne sont pas chargés du maintien de l'ordre. Mais ils feront la même chose derrière les policiers. Ils seront, comme la force Sentinelle aujourd'hui, dans la prévention du terrorisme, étant support des forces de sécurité, de la police judiciaire, bien sûr, des spécialistes de la lutte antiterroriste qui mènent les enquêtes, des forces mobiles qui assurent aussi la sécurité dans nos quartiers. Il y aura une présence. À un moment, je le dis, le quoi qu'il en coûte sécuritaire, quand on va taper dans les réseaux aujourd'hui de trafiquants de drogue
qui ont un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros par an dans notre pays, dont un guetteur, dans une journée, gagne quelquefois plus qu'un policier en fin de carrière. Bien sûr que ça va bouger. Donc ça veut dire qu'il faudra que la République, elle arrête de baisser la tête. Et c'est ce que je veux proposer avec beaucoup de force. Est-ce que vous pensez que la République, incarnée par Valérie Pécresse, qui était il y a quelques instants sur le plateau d'Europe 1 et de CNews, elle baisserait la tête? Est-ce qu'elle a un projet qui est moins fort que le vôtre, plus faible par rapport au manque d'autorité dans notre pays? Je crois il serait plus faible, oui. C'est sans doute une différence, je le pense. En tout cas, moi, je n'ai pas jugé, et je ne veux pas critiquer, rentrer dans ce débat. Je regrette qu'on n'ait pas une campagne plus longue pour qu'on ait une vraie confrontation. Mais en tout cas, je sais que moi, mon projet, mon programme, ma volonté, ma détermination, elles sont totales. Parce que les Français, aujourd'hui, n'en peuvent plus. Et il est totalement insupportable que des Français doivent passer, pour rentrer chez eux, des barrages tenus par des dealers, comme c'est le cas dans certaines cités. On l'a vu sur des chaînes de télévision, des checkpoints installés à Marseille ou ailleurs, tenus par des dealers. Ça, ce n'est plus supportable. Donc oui, je dis, il faut un quoi qu'il en coûte sécuritaire. Et s'il faut qu'aux côtés de nos enquêteurs qui doivent traquer les réseaux au cœur, qui doivent aussi combattre la consommation de drogue, à travers notamment d'une amende forfaitaire délictuelle de 1 000 €, il y ait des gardes qui protègent les forces sentinelles, par exemple, qui se déploient devant des bâtiments publics qu'on incendie aujourd'hui, lorsqu'il peut y avoir des tensions, devant des commerces. Je le ferai et j'oserai cette mesure. Sur la question des migrants, on est en pleine crise des migrants à Calais. La France vient de refuser les patrouilles communes entre la France et l'Angleterre pour surveiller les côtes. Vous auriez fait pareil? C'est une question de souveraineté nationale. Moi, je crois qu'il faut arrêter cette guéguerre un peu stérile avec la Grande-Bretagne et se renvoyer des personnes qui sont des êtres humains. D'abord, je dis, le problème de la migration, et c'était, je crois, sur votre antenne, il y a eu une extraordinaire interview du cardinal Sarah, qui a dit « Arrêtons de laisser penser aux migrants que l'Europe est un Eldorado. Il ne faut plus qu'ils viennent en Europe et il faut développer leur pays. » Donc la solution de ce qui se passe à Calais, c'est pas à Calais que ça va se jouer. C'est pas à Londres non plus. C'est à Lampedusa. Ni à Douvres, ni à Calais, c'est à Lampedusa, sur la route des Balkans, ou à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Donc on a un devoir de protéger nos frontières. On a le devoir pour combattre les passeurs, de renvoyer les embarcations des passeurs qui exploitent des êtres humains en totale détresse, des femmes, des enfants quelquefois. Il faut les renvoyer vers les côtes de départ, notamment vers les côtes de l'Afrique du Nord, libyennes, tunisiennes ou marocaines. Autrement, on ne réglera rien. Dès qu'un migrant arrive en Europe, je dirais que c'est déjà trop tard et on rentre dans un chemin impossible. Il faut construire des murs. Il y a 12 pays en Europe qui construisent des murs. Est-ce qu'il faut que la France construise un mur? En tout cas, il faut protéger nos frontières externes. Et il faut rétablir dans l'Union des frontières internes plus contrôlées, mieux contrôlées. C'est déjà le cas. Ça a été le cas depuis les attentats de novembre 2015. Ce fut le cas pour la crise sanitaire. Donc on peut et on doit rétablir ces frontières internes. Arrêtons avec une forme de naïveté qui s'associe à la libre circulation, parce que les migrants qui arrivent, si on ne protège pas, si on ne soutient pas la Pologne ou la Hongrie, qu'on a beaucoup fustigé, mais demain, si la frontière polonaise n'est pas tenue, ces migrants, 4 jours plus tard, ils seront à Calais. Et si on les renvoie, si on dit on laisse la frontière côté britannique, ils vont rester, ils vont venir massivement chez nous. Donc on a un devoir de protection externe, mais aussi de dialogue et de coopération avec les Britanniques. Voilà. Les Britanniques ont fait le choix de partir de l'Europe. C'est une décision souveraine. Je la respecte. Il y a sans doute aussi beaucoup de responsabilités de la part d'une Europe telle qu'elle est devenue. Quand je vois la commissaire européenne, je viens d'écrire aujourd'hui à Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, pour lui demander de révoquer Madame Helena Dalli, qui a rédigé une circulaire ahurissante qui interdit de citer des prénoms chrétiens, de citer des fêtes chrétiennes
pour ne pas discriminer des populations. Mais où sommes-nous? C'est pas cette Europe dont nous sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers d'une civilisation européenne, chrétienne aussi, comme le disait le président Giscard d'Estaing. Et là, on nous dit, on ne peut plus appeler une petite fille Marie. Ma fille, elle s'appelle Marie, j'en suis fier. Ou Jean, elle s'appelle même Jeanne-Marie. Voilà, attention sur les prénoms, vous savez que c'est le registre d'Éric Zemmour. Non, mais justement, on a un commissaire européen qui vient nous dire il faut plus, on n'a plus le droit de prononcer des prénoms chrétiens. Moi, je suis pour la liberté des prénoms. Voilà. Mais qu'une commissaire européen vienne nous dire ça, c'est totalement insupportable. On le voit à travers vos propos ce soir et la campagne que vous avez menée, vous incarnez une droite très très à droite. Vous n'avez pas peur que si les militants vous choisissent samedi prochain, eh bien certains élus LR quittent le parti, aillent rejoindre Édouard Philippe dans cette vaste maison commune qu'il est en train de créer avec La République En Marche? C'est pas eux qui m'importent. Ceux qui sont dans cette attitude, et j'en connais dans ma ville et dans ma région, ils sont déjà partis depuis longtemps. Et ils sont déjà dans la majorité. Voilà, ils avancent masqués, déguisés, mais voilà, ils attendent des postes et des places parce qu'ils pensent que la Macronie va rester au pouvoir. Si demain la perspective est différente, ils reviendront avec la même vitesse qu'ils en sont partis. Ils reviendront à la soupe. Ils reviendront à la soupe. Leur colonne vertébrale, elle est souple ou soupe, comme vous direz. Voilà. Ça, c'est la petite tambouille dont parlait le général de Gaulle. C'est pas la politique comme je l'aime. C'est pas des hommes de caractère, ceux-là. Voilà. Une dernière question. Valérie Pécresse, ça ne vous a pas échappé, est une femme. Est-ce que c'est un atout majeur dans cette campagne? Oui, ça peut. Voilà. Moi, je suis pour cette promotion, pour cette égalité entre les hommes et les femmes. Vous vous engagez à ce que votre Premier ministre... c'est Laurent Wauquiez, c'est raté pour la parité. Mais il y aura une parité des ministres. Et Valérie Pécresse, naturellement, en sera si je suis demain le candidat et qui nous amène au succès dans cette élection présidentielle. Donc vous ferez toute la place pour les femmes dans votre équipe qui va se rassembler autour de vous au cours des prochains jours. Ma directrice de campagne est une femme, c'est une sénatrice, Alexandra Borchio-Fontaine, une jeune sénatrice de 35 ans, qui a du talent. Donc vive les femmes. Et qui a mené, toujours, bien sûr, vive les femmes. Merci beaucoup Éric Ciotti d'être venu ce soir sur CNews et sur Europe 1 pour cette première interview après ce résultat de la primaire LR au premier tour. Vous êtes arrivé en tête des suffrages avec 25,9% des suffrages. Vous espérez combien pour le second tour samedi prochain? Gagner. Merci beaucoup d'être venu. Une nouvelle élection, complètement Une nouvelle différente. campagne qui commence. Bien sûr, même si elle est malheureusement un peu courte. Elle va être courte. Merci beaucoup en tout cas. On vote dès demain matin à 8h. Voilà, c'est bien de donner rendez-vous aux électeurs. Merci à vous d'être venu ce soir sur le plateau de Punchline.